Bonjour, je m'appelle Michel Scotto, je suis éducateur spécialisé et j'ai exercé pendant de nombreuses années en prévention spécialisée. Alors la prévention spécialisée pour le grand public, c'est ce qu'on appelle les éducateurs de rue. Voilà. Et j'ai exercé comme directeur général adjoint dans une grosse association dans le midi de la France. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de créer une cellule d'écoute et d'accompagnement des familles qui était en lien avec le fameux numéro vert SOS Djihadisme au courant de l'été 2014. Alors la question de la radicalisation, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Cette question de la radicalisation, on peut remonter aux années 94 où on a déjà le GIA qui va détourner un avion pour aller se jeter sur la tour Eiffel et qui va être bloqué sur l'aéroport de Marseille-Marignane. La radicalisation, c'est Khaled Kelkal qui met un gros pétard dans la station de métro Saint-Michel ou dans le RER. On a un certain nombre d'événements qui se sont largement développés aux différents événements qu'on a pu avoir avec Charlie notamment ou le Bataclan. Par contre, ce qui est particulier, ce qui est nouveau, c'est d'une part l'internationalisation du phénomène où effectivement on s'aperçoit que de nombreux pays sont impactés par ces phénomènes de radicalisation violente, que ce soit les États-Unis, l'Afrique, l'Indonésie, on n'en parle pas beaucoup mais ça existe, pareil la Russie et puis bien entendu l'Europe. Et la deuxième chose, c'est le formidable impact quand même des nouvelles technologies, d'Internet, sur cette question de la radicalisation qui est un vecteur effectivement extrêmement puissant. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt récent. La deuxième chose, c'est que il y a eu un certain nombre de signaux, quelques alertes, quelques alarmes qui ont pu à un moment donné attirer notre attention. Ils n'ont pas été extrêmement nombreux, mais je pense par exemple au travail social, dans le travail social, des éducateurs, voire des éducatrices d'ailleurs souvent, qui se faisaient interpeller sur les quartiers par de jeunes imams autoproclamés, qui avaient d'ailleurs déquillé les anciens imams sur les quartiers, qui avaient pris la place, et qui revendiquaient à leur compte, pour eux, le travail social, disant aux éducatrices, vous n'avez rien à faire ici, le social c'est nous, dégagez. Bon. On a eu ce genre de situation. On a vu également, à un moment donné, un certain nombre de jeunes filles avec lesquelles on pouvait travailler, qui prenaient le voile. En soi, qu'elles prennent le voile, c'est pas trop gênant, ça devenait beaucoup plus gênant quand on s'apercevait qu'elles étaient en situation de rupture. En rupture, elles étaient plus scolarisées, elles ne revoyaient plus leurs propres copines, elles s'étaient créé un groupe de pères de jeunes filles qui étaient comme elles, et elles avaient comme projet, effectivement, la plupart du temps, à la fois de se replier sur elles-mêmes, et puis, pourquoi pas de partir. Bon. On a eu quand même ces sonnettes d'alarme, et puis, il y a quand même une sonnette d'alarme qu'on aurait dû peut-être aussi prendre un peu plus en compte, c'est quand même les émeutes qui se sont passées en 2005, qui ont créé quand même un profond sentiment de désillusion chez le public des quartiers d'habitat social, profonde désillusion, et là on est en droit de se dire, attention, qu'est-ce qu'on a manqué quelque part ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pris en compte, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu, ou qu'est-ce qu'on n'a pas entendu. Je voudrais dire également que la question de la radicalisation, c'est pas le problème numéro un des travailleurs sociaux sur leur lieu de travail. C'est pas leur problème numéro un. Les problèmes qu'ils vont rencontrer, c'est par exemple la prégnance des réseaux d'économie parallèle. Ça c'est des questions qui sont extrêmement prégnantes, qui sont extrêmement fortes. C'est la question de la relégation spatiale, c'est la question de la discrimination économique, c'est les questions liées à la désertion scolaire, c'est la situation des jeunes filles également sur ces quartiers pour lesquels toute forme de féminité parfois doit être complètement gommée, que si on veut exister. Voilà, ça, c'est des situations véritablement que les travailleurs sociaux rencontrent. Mais en même temps, lorsqu'on prend un petit peu de distance, on peut quand même se dire que toutes ces situations sont un formidable terreau, un formidable substrat aux questions de radicalisation. Cette question de la radicalisation, elle est venue quand même largement interroger quand même le travail social. Elle est venue l'interroger parce que le travail social était dans une espèce de bain, le bain du vivre ensemble, du modèle d'intégration à la française, le comité notariste, il ne faut pas en parler, c'est pas bien, voyez, bon. Avec derrière tout ça, un principe qui est d'ailleurs écrit dans tous les projets associatifs, qui est le principe de laïcité.
Et ce principe de laïcité, on a considéré que c'était quelque chose qui était évident, qui était acquis, bon, jusqu'au moment où on s'est aperçu quand même que on n'avait jamais véritablement réfléchi dessus, quoi. On ne nous l'a pas appris à l'école primaire, on ne nous a pas dit voilà, le principe de la laïcité c'est ça. Dans les écoles d'éducateurs, on ne nous dit pas ce que c'est que le principe de la laïcité, mais on va le retrouver dans tous les projets associatifs. Alors ça c'est assez intéressant de se dire bon, tiens, et qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui est en train de nous percuter. Alors elle nous percute comment? Tout simplement parce que dans le travail quotidien qu'on est amené à mener, on se retrouve avec des jeunes qui sont majoritairement de confession musulmane et qui revendiquent, à un moment donné, l'appartenance à leur religion et en même temps au rite. Ils revendiquent la pratique d'un certain nombre de rites. Alors, bon, le coup classique, le manger halal, c'est ne pas s'alimenter en plein ramadan, surtout quand ça arrive l'été. Nous on est coincés parce que on fait des activités sportives. Imaginez dans le midi de la France où il fait plus de 40 degrés, on fait des activités nautiques, on mange pas, on boit pas, on fait du sport. Ça pose quand même des problèmes à l'éducateur. Et en même temps, ça pose aussi des problèmes parce que le fait de ne pas accéder à ce type de demande attise en quelque sorte quelque chose qui est de l'ordre pour eux, en tout cas de la non-reconnaissance de ce qu'ils sont. Ça attise, ça peut être vécu comme quelque chose qui est de l'ordre de l'irrespect même. Bon, voilà. Donc ça nous a quand même beaucoup impacté. Bon, il a fallu qu'on se repose la question, sachant que la plupart du temps, les travailleurs sociaux avaient comme consigne, en tout cas, appliqué ce principe de la laïcité de façon extrêmement rigoureuse. C'était l'effacement de toute trace de religion dans les rapports qu'on pouvait avoir avec les gens. Ça pose quand même à un moment donné un problème parce que on s'aperçoit maintenant aujourd'hui avec la question de la radicalisation où l'important c'est surtout de conserver le lien, que est-ce que finalement on n'a pas contribué à un moment donné à se distancier de cette façon avec un certain nombre de jeunes qui nous signifiaient quelque chose. Voilà. Jeunes adolescents qui en même temps comme tout adolescent, s'emploie quand même à secouer les branches de nos convictions, quoi. C'est le propre des adolescents, quoi. Bon, voilà. Grosse interrogation quand même du travail social, à la fois vis-à-vis des jeunes, mais aussi dans les équipes de travail. Parce que dans les équipes de travail, on a eu à un moment donné des débats, des discussions, parfois houleuses, sur cette conception. Est-ce que effectivement, pourquoi on n'accédait pas à l'alimentation halal alors que 95 voire 100% des jeunes étaient de confession musulmane et qui revendiquaient, par exemple. Qu'est-ce qui nous gênait finalement là-dedans, si ce n'est peut-être le sentiment de se dire peut-être qu'on n'arrivera pas à gérer tout ça et qu'on va se laisser submerger, quoi. Bon, voilà, il y a quelque chose là qui n'a pas été très simple à gérer. La radicalisation aussi nous interroge quand même sur l'effet de loupe, l'effet grossissant. Quand on travaille sur ces questions de radicalisation, on s'aperçoit quand même qu'on est très loin des schémas que l'on nous présente, notamment dans la presse. La plupart du temps, on nous présente le jeune radicalisé, donc potentiellement aussi déradicalisable, donc on va y revenir, comme quelqu'un qui est à part, comme quelqu'un qui est dangereux, quelqu'un qui quelque part est un peu sournois quand même, qui prépare quelque chose, quelqu'un qui est déjà dans un très avancé dans le processus de radicalisation, prêt à partir ou à commettre un délit. La réalité est tout à fait différente. La réalité, c'est que quand on commence à travailler sur les questions de radicalisation, on est sur une espèce de patchwork, de mosaïque de situations qui sont très diverses. Je prends par exemple, on a eu des situations où on a mis le terme de radicaliser à des jeunes qui venaient de se convertir. Et les parents vivant cette conversion de façon extrêmement violente, extrêmement incompréhensible, et donc appelant le numéro vert pour alerter et alarmer. C'est des jeunes qui, notamment quand il y a eu l'histoire de Charlie, n'ont pas voulu faire les minutes de silence. C'est des débats en même temps qu'on a pu avoir avec des jeunes quand il y a eu notamment les attentats sur Charlie, où en gros, ce qu'on nous renvoyait, c'est bon, vous faites tout un flanc quand même de Charlie, bon, ok, il y a eu des gens qui l'ont un petit peu cherché quand même, c'était quand même le discours qui était tenu sur les quartiers, bon, vous en faites toute une histoire, mais personne n'a bougé quand on a vitrifié
envoyé 2500 personnes avec les obus au phosphore, avec l'armée israélienne en Palestine, hommes, femmes, enfants. Là, il n'y a personne qui a bougé. Alors il y a 2 poids, 2 mesures, quoi. Hein. Bon, donc quand voilà, quand il y a des gens qui blasphèment, ceux-là on les couvre, et puis les autres, des assassins, c'est comme ça qu'on parlait sur les quartiers. Hein. Bon, ceux-là vous les couvrez, quoi. Et bon, il y a tout ça quand même qui à un moment donné revenait. Donc il faut surtout se garder de stigmatiser et surtout accepter qu'il puisse y avoir différentes situations et que tous les jeunes qui se radicalisent ne sont pas au même niveau de radicalisation. C'est d'autant plus important que ça permet notamment au travail social de pouvoir agir. Il peut agir parce que effectivement ça laisse une marge de manœuvre pour de l'action à la fois sociale et éducative. Alors cette action sociale et éducative, elle s'est développée dans deux grands champs. Un champ autour des politiques publiques émergentes, notamment après le numéro vert, hein, il y a eu tout un travail sur la lutte contre le djihadisme et la radicalisation violente. Ça, c'est la première chose, notamment avec le numéro vert. Et donc, il y a eu des cellules qui ont été créées, dans lesquelles il y a eu du travail social, hein, qui a été partie prenante, dans des groupes qui étaient des groupes avec un partenariat qui était quand même très particulier. Bon, quand même, avec un préfet de police, des gens des renseignements territoriaux, du renseignement intérieur, bon, qui n'étaient pas des gens avec qui on avait forcément l'habitude de travailler. Pas simple pour des travailleurs sociaux de travailler avec des services de police. Et pourtant, moi je tiens à le dire, ça s'est super bien passé. On n'a jamais eu, je dirais, d'entrisme. On a eu beaucoup de respect de leur part sur le travail qu'on pouvait faire. Et à chaque fois, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont eu une attitude très aidante par rapport à notre travail, et en tout cas extrêmement respectueuse. Ça, c'est la première chose. Donc, travail sur les cellules d'écoute et d'accompagnement des familles, d'une part, où l'objectif c'était d'aider la plupart du temps les familles, et en particulier les mamans, parce que généralement les papas étaient derrière. Il y a de quoi quand même s'interroger d'ailleurs sur la structure familiale. Pourquoi ce sont les mamans à un moment donné qui montent au créneau et qui défendent à un moment donné leurs petits. Moi j'ai trouvé ça très séduisant au début, en disant bah, tiens, je trouvais ça pas mal, quoi. Bon, je trouvais ça, c'est Mère Courage, hein, qu'on voyait d'ailleurs dans la presse, hein, à la télé, quoi, qui défendaient leurs enfants. Il faut à un moment donné aussi faire peut-être un arrêt sur image et se poser la question pourquoi les pères ne sont pas là. Et quelle est la place de ces mamans dans la cellule familiale, et pourquoi à un moment donné on a aussi des jeunes qui se radicalisent et qui vont peut-être aller chercher ailleurs un cadre qu'ils n'ont peut-être pas eu là où il fallait. Un gros travail avec les mamans de façon à consolider la cellule familiale et essayer de garder ce qui pouvait être encore gardé. Et puis tout un travail, alors là, de terrain, avec des étapes beaucoup plus traditionnelles, par les équipes de prévention spécialisées sur le terrain. Je pense notamment avec un travail avec des lycéens pour faire passer des messages autour des risques, autour d'Internet, des risques autour des questions de radicalisation, sur comment on constitue à un moment donné, on peut rentrer dans un processus de conditionnement. Il y a eu tout un travail qui s'est fait notamment dans les Alpes-Maritimes qui est très, très, très intéressant de ce point de vue-là. C'est en même temps organiser des rencontres avec des familles, avec des habitants des quartiers, pour poser cette question-là de la radicalisation, ou en tout cas poser cette question du vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à vivre ensemble alors qu'on peut être d'origines très différentes et de religion ou de nationalités différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, ou de générations aussi différentes. Donc un gros travail qui a été mené sur le terrain, mais en même temps un travail qui ne se voit pas beaucoup, hein. C'est pas un travail très spectaculaire, mais c'est un travail de fond qui prend, je dirais, qui prend beaucoup de temps. Je voudrais également aborder, pour terminer, la question de la déradicalisation. Alors moi très franchement, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la déradicalisation, je dirais même que je ne sais pas très bien ce que ça recouvre. Ce que je sais, c'est que pour avoir pas mal rencontré, avoir été posé un peu mes pieds dans d'autres pays, que beaucoup de gens tâtonnent sur cette question-là, qu'on ne fait pas vraiment la différence entre la radicalisation islamique de la radicalisation néo-nazie par exemple. Le travail qui se fait dans les pays du nord de l'Europe est un travail aussi respectable que le nôtre. On tâtonne, et c'est un phénomène qui est nouveau. Ce qui est sûr, c'est que
Ça implique beaucoup d'argent, ça implique un grand mercato également qui s'est développé, où il faut arriver à un moment donné à faire le tri entre ce qui peut représenter des actions qui sont efficaces de ce qui n'est peut-être pas trop, et en tout cas être extrêmement vigilant sur les risques de stigmatisation dès lors qu'on développe des projets autour de cette question de la radicalisation. En d'autres termes, pour moi, le jeune radicalisé, pour moi, c'est un jeune qui est fragilisé, pour moi, c'est un jeune qui est vulnérable, au même titre que s'il était dans une problématique de délinquance, je dirais entre guillemets, plus traditionnelle, ou s'il était dans une logique de consommation de produits stupéfiants, des choses comme ça. Pour terminer, je dirais que on a eu à un moment donné le sentiment qu'il y avait un parallèle à faire. Là aussi c'est un sujet d'étude, hein. Moi je ne suis pas grand clair en la matière, mais en tout cas faire un espèce de parallèle avec la question de la toxicomanie. Et je me souviens de ce que disait Claude Liebenstein, de la façon dont se crée une personnalité toxico, et il disait qu'il fallait 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une personnalité particulière qui présente des failles, qui présente à un moment donné un certain nombre de difficultés dans sa vie propre. Et là je dirais que bon, qui n'en a pas quoi, hein, bon. Le deuxième ingrédient, c'est un moment socioculturel particulier. Et autant avec les toxicos, il y avait post-68 art, hein, il y a eu un moment socioculturel particulier, autant là, on est aussi dans un moment socioculturel particulier, politique particulier, avec une défiance vis-à-vis des adultes, une défiance vis-à-vis des politiques, une défiance vis-à-vis de l'avenir, hein, du monde dans lequel on vit, et qui a largement de quoi interroger et en tout cas ne pas rassurer les jeunes sur leur avenir. Quand on commence à parler par exemple de 7e continent, le 7e continent, c'est un continent d'ordure, hein, qui existe dans le Pacifique Sud. On peut quand même se poser aussi des questions sur ce qu'on est en train de leur laisser. Et puis le troisième ingrédient, c'était le produit. Et le produit, là en l'occurrence, sur cette question de la radicalisation, c'est un produit qui va tourner autour d'une recherche spirituelle, qui va tourner autour d'une recherche d'un monde certainement meilleur, en tout cas de l'espoir. Bon. Le problème, c'est que l'espoir avec Daesh ou avec Araka, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginer de meilleur.